Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition. La Guinée compte plusieurs bassins transfrontaliers, 14 pour être précis. Aujourd'hui, un projet promoteur de protection des fleuves Bafi et Falémé fait du chemin. Il est prévu des programmes d'éducation. La Guinée applique les leçons du passage de la fièvre hémorragique Ebola à travers la réalisation d'infrastructures et laboratoires modernes. Le premier laboratoire de l'Institut ouvre ses portes. Et puis dans la rubrique Guinée 60 ans de souveraineté assumée, vous suivrez ce soir le parcours du football de la Guinée, ses victoires et ses défaites depuis 1958. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. 20 jeunes présumés fauteurs de troubles ont été mis aux arrêts par la police nationale. Ils sont reprochés d'avoir perturbé l'ordre public au rond-point de la Bellevue ce matin. C'était à la faveur des manifestations non autorisées de l'opposition. Nous vous proposons de suivre les explications du commissaire central de Dixine au micro de Isiagaba. Ces individus que vous voyez là ont été interpellés ce matin à hauteur de Bellevue pour trouble à l'ordre public et attroupement. Ceci après plusieurs interdictions qui ont été faites par les autorités civiles et qui leur a été notifié. Ils n'ont pas voulu obtempérer pour libérer la voie publique malgré plusieurs sommations. C'est pourquoi à ma qualité de commissaire central de Dixine, des instructions ont été données pour les interpeller par rapport à cette infraction et ils seront entendus et déférés devant les tribunaux. Quand l'ordre a été donné de ne pas du tout sortir de l'interdiction, ils avaient fait une demande au niveau de la commune de Matuto. Je crois qu'ils ont été répondus négativement. Mais malgré ces interdictions faites par ces autorités civiles, ils se sont entêtés pour sortir et d'ailleurs venir accueillir leur leader au niveau du rond-point de Bellevue. C'est ce qui s'est passé. Sauf le chef de file de l'opposition qui est venu à hauteur de la Bellevue et il semblerait, j'ai dit très bien, il semblerait que son véhicule a été atteint par des projectiles. Moi je n'en sais pas, c'est des informations que j'ai reçues. Nous sommes avec des armes conventionnelles. Mais vous savez, autour de ce véhicule, il y a eu des cailloux. La marche, quand c'est autorisé, mais les gens vont marcher. Mais lorsque ce n'est pas autorisé, je vous en prie, il ne faut pas s'y hasarder. Puisque la loi est là aussi, les forces de l'ordre sont là aussi pour contrer. Et sur ces événements, nous recevons sur ce plateau le contrôleur général de police, le général Boubacar Kassé, porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour un communiqué. Communiqué. Dans la matinée de mardi 23 octobre 2018, sur réquisition et demande de concours de l'autorité civile, les services de sécurité se sont déployés sur le terrain pour exécuter la mesure d'interdiction de la marche, assurer la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens. Malgré la notification d'interdiction de cette marche, l'opposition républicaine a drainé ses militants et sympathisants sur la voie publique. Ce cortège a été intercepté à hauteur des cases de Bellevue et sommé de replier comme ce fut le cas dans divers endroits dans la ville de Conakry. Malgré les multiples sommations, conformément à la loi sur le maintien d'ordre, les manifestants ont opposé une résistance. Aussitôt, des moyens conventionnels ont été utilisés par les agents des forces de sécurité pour les disperser en vue de rétablir l'ordre public. En tout état de cause, les services de sécurité, respectueux de la loi sur le maintien d'ordre, du respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire, ne saurait outrepasser ces principes. Les forces de sécurité condamnent et rejettent les accusations portées à leur endroit par voie de presse
suite à la violence causée sur le véhicule du chef de file de l'opposition et demande l'ouverture d'une enquête à cet effet. Étant entendu en règle de droit que la preuve de l'accusation incombe à l'accusateur, les services de sécurité demandent impérativement à l'opposition républicaine l'ouverture d'une enquête indépendante de son choix et de faire procéder à l'expertise des faits. Par ailleurs, des individus auteurs de troubles à l'ordre public ont été interpellés, arrêtés et seront traduits devant les tribunaux de première instance de Conakry. Les services de sécurité réitèrent leur engagement à faire respecter les lois et règlements en vigueur, à agir conséquemment dans l'intérêt exclusif de la nature. Les services de sécurité, le directeur régional de la police de Conakry. Et puis de son côté, le procureur général vient de nous faire parvenir ce communiqué du parquet général suite à la marche interdite de ce jour, mardi 23 octobre 2018. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry a ordonné l'ouverture d'une enquête au fin de situer les responsabilités éventuelles sur les dérapages intervenus lors de la dite marche. Conakry, le 23 octobre 2018, signé le procureur général Mamadi Diawara. La première dame de la République a accordé une audience au coordinateur de l'agence turque de coopération et de développement en fin de mission en Guinée. La présidente de la fondation Prosmi, Adjadjane Kabakonde, a remercié le coordinateur sortant de la TICA pour son appui au développement de nombreux secteurs. Maurice Sidibé. Bonjour Ismaël, vous allez bien? Après un an de service rendu à la Guinée, le coordinateur sortant de l'agence turque de coopération et de développement fait ses adieux. Reçu par la première dame de la République, Ismaël Gurlek a fait le point sur le projet réalisé par la TICA en partenariat avec la fondation Prosmi. Excellence, Madame Condé. Je vais commencer par remercier son Excellence, Madame Adjadjane Kabakonde, qui est vraiment une personne très gentille et soucieuse de l'avenir de la Guinée aussi. Au cours de l'année que j'ai passé ici, ensemble nous avons réussi à faire beaucoup de projets. Des projets dans la formation en santé et la formation professionnelle aussi. Je sais qu'ensemble, la Guinée et la Turquie, entre le président, son Excellence Recep Tayyip Erdogan et son Excellence le professeur Alpha Condé, il y a une relation forte d'amitié entre les deux. Et nous, ensemble, on cherche à pérenniser ces relations et à élargir ces relations. Et je sais qu'il a beaucoup travaillé avec Prosmi et je remercie pour la coopération de Prosmi parce que sans eux, on n'aurait pas pu réussir tout ça. En une année, l'agence turque de coopération et de développement a réalisé de nombreux projets. L'installation d'un forage à l'UNC de Donka, la formation de 200 sages-femmes en allaitement maternel et en réanimation néonatale, la formation des jeunes au CFP de Donka et à l'ENAM de Koléa en technique photovoltaïque sont des actions qui retiennent de plus les attentions. Le coordinateur de la TICA en Guinée, M. Ismaël Samba, là, et c'est avec un peu de tristesse parce qu'un an c'est court. Et vu surtout son dynamisme, sa volonté de bien faire en Guinée, tout ce qu'il a pu faire en un an, c'est incroyable. S'il avait fait 2 ans ici, je pense qu'on allait faire la moitié ou la plupart de nos projets. C'est une bonne coopération que nous avons beaucoup appréciée. La TICA, pour nous, est une agence de coopération exemplaire. Une agence qui est venue en Guinée et qui n'a rien fait sans la fondation de la première dame, c'est-à-dire sans la fondation Prosmi. Tout ce qu'ils ont fait en Guinée, ça a été fait avec la fondation. Ils nous ont associés à tous les projets. La Guinée et la Turquie ont beaucoup de choses à faire ensemble, donc Inch'Allah, on sera toujours avec eux. En reconnaissance aux bonnes actions menées par l'agence turque de coopération et de développement, la première dame de la République a offert des cadeaux symboliques au coordinateur sortant de la TICA et une collation à la délégation de l'ambassade de Turquie en Guinée.
Parlons à présent de l'eau, un ingrédient de partage. La Guinée est pleine à l'excès de bassins transfrontaliers. Un projet de gestion et de protection des fleuves Bafi et Falémé est en cours de réalisation. Le projet prend en compte des programmes, notamment la protection de nombreuses espèces en voie de disparition. Une mise au point avec l'ensemble des acteurs a eu lieu en présence de notre reporter Mamadou Alpha Baldé. Dans les 6 prochaines années, il fera partie des plus ambitieux projets environnementaux de la Guinée. Pour la gestion durable des ressources naturelles le long des fleuves Bafing et Falémé, un vaste programme de création d'aires protégées prend forme. Il coûtera environ 8 millions de dollars et permettra de créer une dizaine d'éco-villages, des parcs et forêts pour protéger les multiples écosystèmes aujourd'hui menacés de disparition dans ces bassins. La Guinée a 80% ou 90% de sa population qui a une pratique agro-pastorale. Et toutes ces activités ont un impact sur l'environnement. Il est de notre devoir de développer des projets de compensation sur les impacts des êtres humains sur nos ressources naturelles. Il s'agit d'une sensibilisation d'abord des populations riveraines de Bafing-Falémé. Il s'agit aussi de favoriser l'établissement des éco-villages. Il s'agit aussi de la protection d'importantes ressources naturelles qui longent ce fleuve Bafing-Falémé. L'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de l'OPNUD échangent sur les derniers réajustements du document en vue de sa validation. Il sera présenté à différents bailleurs comme le Fonds pour l'environnement mondial. L'argumentaire pour soutenir ce document au niveau de la proposition, c'est qu'il est articulé dans la cohérence du 4e pilier programmatique du PNDS. Donc il va sur la valorisation du capital naturel, qui est lui-même en ligne avec les objectifs de développement durable. La mise en œuvre de ce projet permettra de sauver les fleuves Bafing et Falémé ainsi que leur riche diversité faunique et floristique, tout en impliquant les communautés locales. Ainsi, des pays comme le Sénégal et la Gambie continueront aussi à bénéficier des apports écologiques de ces bassins transfrontaliers. Entrons dans le monde secret du trafic illicite du diamant. Pour parler de ce phénomène, l'espace de l'Union du fleuve Mano en fait un débat à Conakry. Les représentants des pays membres du processus de Kimberley suivent une formation consacrée aux agences d'application de la loi sur les procédures et techniques contre la fraude du minerai. Valérie Talimane, reportage. Ce sont des représentants des pays de la Mano River Union et des observateurs de la société civile. Ces acteurs du secteur minier se penchent sur les techniques de lutte contre la contrebande de diamants. Cette approche régionale vise l'application de la loi à travers les douanes, les brigades antifraude et les agents de la sécurité. Une politique de sécurisation de la production et de la commercialisation du diamant. Quand on lutte contre la fraude, surtout la fraude minière, il faut monter des stratégies qui peuvent permettre que tous les fraudeurs soient découragés et que si quelqu'un est saisi en flagrance de fraude, qu'il soit puni conformément aux lois en vigueur dans chacun de ces 4 pays. La mise en place du processus de Kimberley en 2003 en Afrique du Sud est née d'un constat de manque de régularisation de la production du diamant. À cette occasion, une approche de certification régionale du système a été établie. Aujourd'hui, les 4 pays de l'Union du fleuve Mano que sont la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire renforcent leur capacité de lutte. Pourquoi le processus de Kimberley? Ce sont la société civile, Global Witness, qui avait constaté lors des différentes guerres de rébellion qui se passaient en Sierra Leone, au Libéria et en RDC, en Angola, qu'on se servait du diamant, qui est une petite marchandise par sa taille, mais qui est d'une grande valeur marchande, qui se servait de ce diamant pour payer pour attiser ces conflits, essayer de payer des armes avec ça et de déstabiliser les gouvernements qui étaient démocratiquement élus. On behalf of the
Dans ces dernières années, la GIZ s'est impliquée dans le cadre de l'appui technique, financier aux 4 pays de la Mano River Union pour en fait mettre en place les règles, les procédures du processus Kimberley dans ces pays pour en fait booster les différentes ressources minières dans ces pays. À l'issue de cette rencontre, les agences des pays membres de la Mano River Union devraient être capables de maîtriser les instruments techniques de lutte contre la contrebande du diamant, mais aussi améliorer le réseau de communication et d'échange d'informations dans ces différents pays. Mieux vaut prévenir que guérir. Après le passage de la fièvre hémorragique et Ebola, la Guinée s'est attelée à la réalisation d'infrastructures et laboratoires modernes. Le premier laboratoire de l'Institut Pasteur de Guinée vient d'ouvrir ses portes pour les travaux de recherche contre les maladies virales qui constituent un problème majeur de santé publique. Pendant ce temps, une formation des ressources humaines est donnée aux jeunes Guinéens. Francis Collet. L'Institut Pasteur renaît sous l'appellation de l'Institut Pasteur de Guinée, IPGI. Le premier laboratoire Pasteur situé à l'université Gamal est doté d'équipements de pointe. Il va servir à la recherche et à la formation pour une lutte sans faille contre les maladies virales. Il a été question dès le départ de doter cet institut de laboratoire équipé aux standards internationaux, d'une biobanque sécurisée et de former des cadres guinéens aux bonnes pratiques de laboratoire. La réalisation de ce laboratoire de référence internationale est rendue possible grâce à l'appui des Expertises France. Par cette décision de création de l'IPGI, prise par les 2 chefs d'État, français et guinéens, les objectifs sont ainsi clairement définis. D'abord, permettre à la Guinée de répondre dans les meilleures conditions aux urgences épidémiques. Ensuite, développer sur le long terme la recherche concernant les maladies infectieuses. Enfin, assurer la formation et l'accompagnement des scientifiques guinéens dans la prévention des épidémies. La stratégie de qualification de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est en marche. Pour le ministre de la Formation supérieure, le laboratoire Pasteur est une porte ouverte pour la Guinée. L'Institut Pasteur de Guinée présente l'avantage d'être à la fois un partenaire guinéen solide et une fenêtre naturellement ouverte vers l'international, que ce soit via le réseau des instituts Pasteur ou à travers d'autres collaborations. Il est vrai que le laboratoire est resté trop longtemps le parent pauvre de la Guinée. L'épidémie d'Ebola n'a été que le révélateur d'un état de fait. Et s'il est possible de rénover les infrastructures, de les équiper, de leur amener eau et énergie, un point crucial est de former en parallèle les personnels capables de les utiliser au mieux. Les installations inaugurées sont impressionnantes. Elles offrent un cadre idéal pour une recherche et une formation de qualité. Dans cette dynamique, Merchiship a rénové et équipé un cabinet dentaire moderne. Ces équipements viennent renforcer l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry dans sa démarche de rénovation et de modernisation. Toujours dans l'actualité de chez nous, renforcement des capacités des groupements féminins. Cette session de formation pour l'insertion de 150 femmes en technique de saponification à Beila est une activité qui amorce le développement économique de cette couche. La formation est assurée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Moussa Komara. Engagé en première ligne de combat pour l'autonomisation des femmes rurales, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel ne désarme pas. Ici à Beila, ces 150 femmes sont formées en technique de saponification. Une formation qui leur a permis d'avoir un métier et un revenu. L'opération est un succès pour les initiateurs. L'objectif de ce programme, c'est l'autonomisation économique des femmes. Donc on va aller sur le terrain pour évaluer l'impact. Est-ce que les conditions des femmes se sont améliorées? Est-ce qu'elles s'occupent mieux de leur ménage? Est-ce qu'elles sont confortablement installées? Est-ce qu'elles
elles se sentent à l'aise dans la société. Ça va mesurer un peu la valeur ajoutée que nous avons apportée à ces femmes et c'est très important. Cette assistance est une des composantes du vaste programme d'appui à l'autonomisation des femmes par la formation et l'apprentissage lancé en 2016. Un projet qui couvre environ 15 000 femmes en milieu rural et périurbain. À l'heure du bilan, plus de 6 000 femmes sont formées en activités génératrices de revenus à travers toutes les localités du pays. Nous remercions beaucoup le directeur qui a envoyé ces hommes pour nous former. Maintenant qu'il nous a dotés de métiers, nous souhaiterions son accompagnement également pour que nous tirons profit de ce métier. Car c'est la première fois que nous participons à une telle formation. Le prochain défi pour l'office, réorganiser ces femmes et les aider à mieux gérer leurs revenus. Le chef du département de tutelle partage cet avis. Le travail là se fait dans beaucoup de communes et dans beaucoup de préfectures. Et tout ça va en droite ligne avec la politique de son Excellence Monsieur le Président de la République qui est concernant l'autonomisation des femmes. Parce qu'une femme autonome, c'est la famille qui est autonome. Parce que la femme autonome, d'abord, commence à servir d'abord ses enfants, son mari et toute la famille. Cette formation est sollicitée par ces femmes qui nourrissent l'ambition d'apporter leur contribution dans le programme de développement économique du pays. Plus de 50 artisans guinéens ont rendez-vous à la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO 2018. La délégation guinéenne a pour mission de promouvoir les produits locaux tels que le fonio et l'indigo et rehausser l'image de la Guinée à cette grande rencontre. Ansoumane Toumani Camara. Une cinquantaine d'artisans, dont moins de 10 hommes, quittent Conakry pour la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. Pour la participation guinéenne à cette biennale de rendez-vous de l'artisanat africain, le gouvernement a pris en charge le transport et les frais de location des stands d'exposition. Ça nous motive d'envoyer des nouveaux et puis ça va nous aider aussi à améliorer nos articles parce qu'au lieu de payer le stand et de payer le bus, et cette fois-ci ce sont nos articles seulement qu'on paye pour envoyer. Cette année, transport c'est pas nous, les stands c'est pas nous, on va cadeau. On va faire tout cadeau. Vraiment, on est content. Les frais, ça revient à l'État. Je remercie beaucoup le professeur Alpha Condé. Donc, tout ça là, ça revient à lui. Si sans lui, on ne peut pas aller. On ne peut pas faire tout. Ces femmes et hommes appartiennent aux différents corps de métier. À ce salon international de l'artisanat de Ouagadougou, la Guinée participe avec des innovations dans la fixation des couleurs de l'indigo. Aujourd'hui, le textile guinéen se présente bien et nous arrivons à fixer les couleurs sur tout ce qui est kindeli, l'épi, forêt sacrée. Et ce sont des matières qui sont assez demandées à l'extérieur. Donc nous allons promouvoir la Guinée dans le même cadre d'idées, dans le même esprit du président de la République, Guinée is back. L'art culinaire guinéen, à travers le fonio, défendra également le tricolore national à Ouagadougou du 26 octobre au 4 novembre 2018. La Guinée est la première productrice de la sous-région. Il aurait fallu amener justement le fonio pour présenter et faire aussi la promotion du fonio et échanger avec d'autres, même sur l'art culinaire. Le 15e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, accueille cette année plus de 3500 exposants venus de 27 pays africains. 550 stands seront disponibles. Au moins 250 acheteurs professionnels sont attendus dans la capitale burkinabé. Et puis, suite aux négociations autour du préavis de grève entre la Fédération syndicale des banques et assurances en Guinée et l'Association professionnelle des banques, sous la médiation de l'Inspection générale du travail et l'arbitrage de la Banque centrale de Guinée, les parties sont parvenues à un accord. Elles s'engagent à respecter les clauses du protocole d'accord qui les lie. Docteur Alia Camara, inspecteur général du travail, est au micro de Mohamed Lamine Camara. Après examen et échange, suivi de larges conseils de M. le gouverneur de la BCRG, les parties conviennent de ce qui suit. 1.
du retrait pur et simple du licenciement injuste de la secrétaire générale du syndicat du FBN Bank. Résolution. Les partis se sont accordés de traiter ce problème à l'amiable. À cet effet, il a été demandé à la direction générale de FBN Bank de prendre toutes les dispositions nécessaires à la résolution de cette situation. 2. Du respect des délais d'expatriation. Résolution. Les partis s'accordent sur le respect strict des lois en vigueur et se proposent de créer une commission tripartite APB-IGT FESABAG pour mener des démarches en vue de l'application correcte de la loi en la matière. 3. Départ sans condition du DRH de FBN Bank. Résolution. Les partis s'accordent sur la nécessité du respect de l'arrêté portant détermination des emplois protégés en République de Guinée. 4. Paiement d'une prime exceptionnelle. Résolution. Consciente des efforts fournis par la FESABAG et les travailleurs du secteur financier et tenant compte de leur esprit de responsabilité dans le cadre de la collaboration avec l'APB, les partis s'accordent sur le paiement d'une prime exceptionnelle à tous les employés du secteur financier en janvier 2019, nonobstant les négociations internes prévues dans les accords APB-FESABAG en 2019. Au terme de cet accord, la FESABAG accepte la levée du préavis de grève lancé le 9 octobre 2018. Enfin, les partis se réjouissent du bon climat dans lequel les négociations se sont tenues et s'engagent au respect strict des clauses du présent protocole, ainsi qu'à collaborer dans le cadre du développement et la cohésion dans le système financier guinéen. Pour la FESABAG, M. Abdoulaye Sow, secrétaire général. Pour FBN Bank, M. Maki Mamadouba, DGA. Pour l'APB, M. Guy Laurent Fongio, président. Pour la BCRG, Dr Lucien Nabé, gouverneur. Pour la médiation, Dr Alia Kamara, inspecteur général du travail. Je vous remercie. Dernier virage de cette édition, quel parcours le football guinéen a-t-il réalisé depuis 60 ans? C'est la question que nous posons ce soir dans notre rubrique Guinée 60 ans de souveraineté assumée. En dépit des hauts et bas, le public sportif est resté attaché à ce football, passion de plusieurs générations. La finale perdue en 1976 et le triplé du Afia Football Club retentissent en cœur dans les esprits. Abdul Aziz Baldé. Des images des liesses populaires qui traversent le temps. Un club de légende sur le continent. Des héritiers qui peinent à exprimer et imposer toute l'attitude de leur talent sur le visage du football guinéen. Ce travailleur de l'EDG a été un dieu de stade. Ancien défenseur de l'équipe nationale et du légendaire Afia, Ibrahima Fofana Kalva est aujourd'hui l'une des mémoires vivantes de ce sport numéro 1 des Guinéens. Ce qui m'a plu, c'est le fait d'être pendant une décennie la meilleure équipe, l'une des meilleures équipes d'Afrique. Je fais partie de l'une des meilleures équipes d'Afrique. Le Afia, triple champion, premier triple champion d'Afrique, première équipe qui a remporté 3 fois la coupe. Et ça a été quand même un moment de gloire, un moment de plaisir pour moi et pour mes coéquipiers et pour tout le peuple de Guinée. Et là, ça m'a marqué. Autre témoin de légende, Chérif Suleiman. Il est de tout temps le porte-étendard du football guinéen. Son symbole personnifié. Son immense talent a conquis l'Afrique. Buteur et homme du match de la première finale de la Coupe d'Afrique de Globe Champion, remportée par le Afia à Kampala en 1972. J'ai bénéficié de l'apport d'un journaliste sportif, en l'occurrence Feu Abakar Kantepe à son nom, qui m'a dit, eh bien, je crois à les enfants, il y a possibilité d'écrire une page de l'histoire du football africain. En quoi faisant, il faut remporter la coupe. Et quand vous remportez la coupe, c'est le continent qui va en parler. En ce moment-là, vous faites un nom. Mais après, sur le plan collectif, il m'a dit, écoute,
nous sommes en demi-finale. Si tu as une option pour le ballon d'or, il faut d'abord que tu marques des buts en demi-finale et surtout aussi en finale. Et quand tu marques, le reste tu nous laisses faire en tant que journaliste. Nous allons faire des commentaires et je crois qu'à partir de là, vous allez avoir un nom. Et effectivement, comme il l'a dit, demi-finale j'ai marqué. Le demi-finale c'était contre le tout-puissant Anglebert de Lumumbashi. C'était à Kinshasa. Et au match retour, ils ont eu peur, ils n'ont pas joué. Ils ont signé le forfait. Ensuite maintenant, ici aussi contre Kampala, contre Simba de Kampala, j'ai marqué un but. Et surtout à Kampala, le premier but qui a ouvert pratiquement la route pour le sacre. Au sommet de sa gloire, cette génération d'exception n'a qu'une seule déception. C'était à Addis Abeba en 1976. Ce fut la seule fois que le Sili national se hisse à ce niveau du football international. Autre temps, autre mers. La Guinée au score n'avait pas été battue par son adversaire. Omar Dieng était jeune reporter à la voix de la révolution. Plus de 40 ans après, il nourrit l'ambition de conquérir ce titre. Je retiens notre échec à Addis. Parce que jusque-là, on n'est pas revenu, même en demi-finale de la CAN. On est revenu en demi-finale du CHAN. Le championnat d'Afrique, la CAN est réservé aux équipes locales. Mais les équipes seniors, jusqu'ici, on n'est pas revenu en demi-finale, a fortiori aller en finale. Donc Addis Abeba, pour moi, n'est pas encore reparé. Mais, en 76, en mars 76, mais pour ce qui est des clubs, j'ai invoqué la défaite d'Alger. Mais l'année qui a suivi, en 77, la priorité des priorités a été accordée à la victoire du AFIA en Coupe d'Afrique des clubs champions. On a réussi à battre un club ghanéen, le seul club professionnel d'Afrique d'alors, de Arsafok, et à Accra et à Conakry. 1-0 à Accra et 3-2 à Conakry. Ça, c'est le plus grand souvenir. Malgré la présence des grands génies, le Sili national a un palmarès vide de titres majeurs. La seule compétition où la Guinée a remporté des trophées, la Coupe Amicale Cabral, s'est arrêtée depuis. Avec les cadets, la finale n'a pas été jouée pour cause de sanctions. En phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les 11 participations se sont soldées par des éliminations prématurées en 8e de finale. Aucune qualification en Coupe du Monde. Et depuis 1968, aucune présence aux Jeux Olympiques. Aux yeux des autorités, il y a des leçons à tirer. Tout a été faussé au départ. D'abord, il y avait une seule équipe en République de Guinée. C'est le AFIA qui était en même temps le Sili national. Alors, les mêmes personnes qui jouaient pour le AFIA, c'est les mêmes personnes qui se retrouvaient en Sili national. C'était la seule équipe. Alors, ça c'est la première erreur. On n'a pas eu à penser à la relève. Mais nous sommes sur cette période, on est en train de traverser le désert. Comme vous le dites, en 68, le football guinéen a été qualifié pour les Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Depuis 1968, la Guinée n'a jamais eu une qualification pour aller aux Jeux Olympiques. On va simplement par invitation ou par universalité. Depuis 1968, c'est une traversée de désert. Alors il faut que nous créions des moyens. Et il faut que ça soit une priorité de l'État. Pour redevenir un foudre de stade, la Guinée tente de bâtir un championnat professionnel et une équipe de référence. Le pays doit abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Avant ce rendez-vous, les équipes nationales ont le défi de rassurer le public sur leur capacité de conquête. Dans la course pour la CAN 2019 au Cameroun, la position du Sili national, leader de son groupe, est à garder le plus longtemps que possible pour marquer le rebond du football guinéen et marquer l'histoire. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre aimable fidélité. Passez une excellente nuit en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir.